Oui, c'est exact, mais j'en ai vite été dissuadé par le médecin de famille. En fait, faut remettre ça dans le contexte de Oui. l'époque. Ça devait être peu après ou au moment de 1981. Vous Ouais, voyez, donc rappelez-vous, Mitterrand venait d'être élu. Il y avait ouais. énormément de peur, de fantasmes par rapport à ça. Et le médecin de famille m'a dit non, non, la médecine en médecine, on va tous devenir des fonctionnaires. Tu seras pas libre. Voilà, il m'avait peint un tableau assez apocalyptique de sa profession et il a réussi à m'en dissuader. Alors, donc, finalement, vous avez fait autre chose. Vous avez entrepris des études de sciences économiques à Dauphine. C'est très Ouais, coté, la fac de Dauphine. ouais, ouais, pas mal. Vous avez bien travaillé, comme on dit. Oui, oui, Ah. oui. Et puis, patatras. Vous avez été assez secoué émotionnellement. Et puis, du coup, vous avez opéré carrément un grand changement. Oui, alors en 1989, quand je suis rentré dans la vie active, en fait, autant j'avais aimé mes études à Dauphine qui étaient stimulantes intellectuellement, autant quand je me suis retrouvé jeune cadre au sein de la Mhm. direction financière d'une grande entreprise, avec deux ordinateurs sur mon bureau et surtout des piles de listings comportant des chiffres analysés dans tous les sens, Mhm. là, ça a été un choc et je me suis vite rendu compte que je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne. Pourtant, c'était un beau bureau avec un joli costume et puis un niveau de vie qui devait être agréable. Il y Oui, avait des trucs oui, sympas qui allaient avec. tout à fait, vous avez tout compris, c'est Ouais, exactement ça. Et j'ai réalisé que je pouvais pas passer 40 ans, c'était seulement 40 ans à l'époque, ouais, à faire ça, quoi. Vous voyez, ouais. c'est un métier dont je réalisais subitement qu'il n'avait pas de sens pour moi, même s'il peut tout à fait en avoir pour d'autres. Du coup, je me suis Oui, bien c'est sans posé. mépris pour la Ah fonction. ouais, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais je pense que chacun de nous porte en lui une sorte de mission, vous voyez. Je pense Mhm. on a des talents qui, pour beaucoup de gens, restent cachés, malheureusement, et qui révèlent une sorte de direction vers laquelle on peut aller, une sorte de mission. On est venu ici bas, enfin je dis ici bas ou ici haut, je sais pas d'où on vient en fait, mais pour faire quelque chose. Je pense, oui, Ouais. ouais, Et si je on fait pas pense. la chose pour laquelle on est faite, on n'est pas confortable. On n'est pas confortable et oui, peut-être même qu'on peut avoir des ennuis de santé au bout d'un moment. Mhm. Oui, je le vois presque comme un devoir de Mhm. rejoindre son destin ou sa mission, tout comme d'exploiter ses talents. Moi, ça me rend triste de voir des gens qui sont parfois bourrés de talents, dont ils ne font rien. Et je pense que oui, c'est presque un sens du devoir. Ça doit être mon côté protestant, vous voyez. Et alors donc, vous changez de vie, c'est pas mal de le faire parce que en parler, en rêver, c'est une chose, le faire, ça en est une autre. Vous avez donné votre démission, c'est comme ça que ça s'est passé? Oh ben, c'est moins glorieux que ça. J'ai fini par me faire virer. Ouais, J'ai survécu. Je me suis maintenu la tête hors de l'eau pendant 5 ans dans le monde de l'entreprise, ouais. en En errant un souffrant. peu, en souffrant fortement et en errant de poste en poste. Et puis, vous savez, quand on n'aime pas ce qu'on fait, on Ouais, est rarement bon. C'était mon cas. ouais. Surtout que j'ai toujours eu du mal à me forcer. Donc, j'ai fini par me faire virer. Je me suis retrouvé au chômage, à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Et j'en ai fait une dépression, quoi. C'était Ouais. horrible. D'abord, j'avais honte, donc je l'ai caché à tout le monde, même à ma famille. Et Ouais. puis, C'est terrible ça, hein, parce qu'il y a des maladies honteuses. Et ouais. contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément une maladie vénérienne. La dépression, c'était peut-être la plus honteuse des maladies. On le dit jamais. Ouais, ben, ça, Alors je- que quand on casse, on le Mhm. dit. On dit, je me suis cassé une jambe, je me suis cassé le dos, je me suis... Mhm. Alors que la dépression, comme si la tristesse, c'était quelque chose... Parce que quand on se casse quelque chose, quelque part, ça vient assez souvent d'une cause extérieure, vous voyez, à nous-mêmes, ou en tout cas extérieure à notre décision. Mm. Tandis que par rapport à la dépression, chacun peut penser qu'on a une part de responsabilité, ou qu'on se prend pas en main, qu'on se laisse On aller. s'écoute, il s'écoute. Voilà, Mm. c'est ça. Mm. Je pense que la culpabilité peut venir de là. Chuchote. La honte, en tout cas, mais la honte venait aussi pour moi Mm. du chômage, tout simplement. Vous voyez, Mm. ça, je l'ai caché à tout le monde. Je Ouais, disais que j'étais en création d'entreprise. ouais, ouais, Bon, ouais. ça a duré un peu longtemps, parce que je suis resté quand même 2 ans au chômage, mais j'y ai trouvé des bénéfices. J'ai trouvé des bénéfices puisque, en fait, au bout d'un long moment, j'ai réalisé que j'existais toujours. Ça peut sembler bizarre de le dire, mais je Mm. n'avais plus d'existence professionnelle. Comme j'avais fait une dépression, j'avais beaucoup maigri. Alors, j'ai jamais été gros, mais là, j'étais Non, vraiment vous n'êtes pas pas beau à épais. voir. Oui. Voilà, je possédais rien. Enfin, je pouvais me raccrocher à rien de valorisant dans ma vie. Et j'ai senti que j'existais toujours. Donc, c'était un drôle de sentiment. Et à partir de là, en fait, je me suis beaucoup détendu. Et je crois que c'est à ce moment que des choses ont émergé en moi qui correspondaient à des envies de ce que j'avais vraiment envie de faire, quoi. Donc écrire. Alors, pas tout de suite, en fait. Ça, c'est venu 15 ans plus tard. Ouais. Mais c'était juste une direction. Vous voyez, j'avais envie de travailler dans les relations humaines. Alors qu'à l'époque, j'étais encore maladivement timide et je me soignais pour ça, hein.
Enfin, je me soignais indirectement, c'est-à-dire je lisais énormément de choses sur la psychologie, les relations humaines, mais j'ai décidé de reprendre des études en psychologie cognitive, en sciences humaines. Vos premières amours, en fait. Mes premiers amours, voilà, exactement. Et puis je suis devenu consultant, formateur en relations humaines. Pour un timide, c'est pas mal. Hein, Ouais. ouais. Et j'ai exercé ce métier avec passion, je dois dire, pendant une quinzaine d'années, jusqu'en 2006. Et avec le recul, je sais que cette crise professionnelle, parce que je peux l'appeler ainsi, était en fait une transition. Et je pense que les crises en général, qu'elles soient professionnelles comme celle-là ou personnelles, les crises sont nécessaires pour permettre la transition. Elles accompagnent la transition. Donc dans l'instant, on souffre et personne n'aime souffrir, donc on est en colère parfois ou déçu de ce qui nous arrive parce qu'on ne sait pas, on ne le saura qu'avec le recul et parfois des années plus tard, qu'en fait c'était un mal nécessaire finalement, puisque c'est cette crise qui nous a permis de passer à autre chose. D'accord, donc la crise a une fonction. Exactement, la crise a une fonction et je pense, et je suis pas le seul à le dire, que c'est ce qu'on est collectivement en train de vivre. La planète. Voilà, au niveau de la planète, au niveau de nos sociétés. On parle de crise financière, ensuite de crise économique. Moi, je pense que c'est une vraie crise sociétale ou une crise de civilisation. Donc, on est en plein dedans, on souffre. Il y a plein de gens qui souffrent, c'est assez terrible. Et je pense que ça va déboucher sur quelque chose de positif. Donc on souffre, il vaut mieux l'accepter, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout accepter en disant merci, mais on peut se battre pour améliorer, mais on ne peut pas être en colère en permanence. Et en tout cas, je pense que ce serait une erreur de vouloir retourner à la situation passée. Oui, on ne peut pas lutter contre le changement. La vie est changement, la vie est mouvement, changement, impermanence, disent les bouddhistes. Seule l'impermanence est permanente. Oui, et donc une forme d'acceptation, comme vous l'évoquiez à l'instant, Noël, est aussi une forme de sagesse dans cette situation. Donc voilà, ce changement qui nous arrive individuellement, parfois, certains s'accrochent à leur passé, puis d'autres n'en ont pas forcément besoin d'ailleurs. Hein. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir dans sa vie des changements et des crises. C'est une question que je me suis souvent posée, oui. Noël. Est-ce que c'est nécessaire d'en passer par des crises pour évoluer finalement, ou est-ce qu'on peut imaginer une évolution tranquille, calme et sereine? Alors, je veux croire que oui, même si ça n'a pas été le cas pour moi, mais je veux croire que oui. Mais ça présuppose sans doute un haut degré de conscience, qui n'est pas forcément ce qui caractérise le plus les êtres humains, en tout cas dans le monde occidental, vous voyez. Ou alors, ils ont peut-être eu dans leur Angounel des changements doux. Peut-être, oui. Ça doit exister, il y a des changements qui sont plus ou moins abrupts. En tout cas, je pense que chacun est amené à se poser des questions existentielles, à savoir qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, quel est le sens de celle-ci. Et je crois que si on ne se les pose pas à ce moment-là, ces questions viennent à nous, notamment au travers de crises. C'est difficile de savoir qui on est. C'est vrai. Et en général, moins on sait qui on est, plus on a envie d'exister. Ouais. Alors on va se raccrocher à un certain nombre de choses qui nous permettent d'exister à nos yeux et aux yeux des autres, parce que c'est souvent valorisant. Alors ça va dépendre d'une personne à une autre. Ce qui est fréquent, c'est de s'identifier à sa profession. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà, que si on demande qui es-tu, on va répondre je fais ceci, je suis écrivain, je suis assistante, je suis ingénieur, etc. Alors que la vérité est qu'on n'est pas notre métier. D'ailleurs, on aurait pu choisir un autre métier et on n'aurait pas été une personne différente pour autant. C'est juste. Que répondre ? Qui es-tu ? Alors si justement, on va y venir. Certains répondent par leur qualité. Je suis quelqu'un de gentil ou de créatif ou autre. On peut aussi s'accrocher à son apparence physique. C'est pour les personnes dotées d'un physique avantageux et croire qu'on existe à travers notre apparence. Et puis on peut aussi croire qu'on existe à travers notre culture. Et s'identifier à notre culture. Et ça, il y a un moyen de le savoir, d'ailleurs, c'est si on se sent un petit peu amoindri en présence d'une personne qui a un plus gros bagage culturel ou même qui exprime un désaccord sur nos idées. Vous voyez, si on se sent un petit peu amoindri, c'est comme si l'autre existait plus que nous, ça signifie qu'on s'identifie à notre culture. Alors la vérité, là je réponds à votre question, Noël, c'est qu'on est autre chose que notre profession, nos qualités, notre physique, notre culture ou encore nos possessions. Et ce que l'on est peut difficilement être défini avec des mots. C'est un peu comme les gens qui croient en Dieu. On ne peut pas définir Dieu. C'est un petit peu pareil pour nous. Vous voyez, on ne peut pas le définir avec des mots. Ce qui est sûr, c'est que ce que l'on est infiniment plus grand et plus beau que ce à quoi on se raccroche. Et finalement, c'est un petit peu l'ego en nous qui cherche déjà à exister et à exister indépendamment des autres. Donc c'est l'ego qui a besoin de cette individualité, de la faire naître. Et ce faisant, il nous éloigne de qui on est véritablement. Et alors vous écrivez, Laurent Gounel, que cet ego nous éloigne de qui on est, mais il nous éloigne également des autres.
Alors qu'a priori, ça pourrait être fait pour rentrer en contact avec les autres, puisque c'est une espèce de carapace qu'on fait la plus brillante possible. On passe son temps à la ripolliner pour qu'elle soit belle. Mais ça nous éloigne également des autres. Parce que pourquoi? Ça fait une barrière? Parce qu'en fait, quand on s'identifie à ces choses-là, on tend à jouer un rôle. Vous voyez, le rôle associé à notre profession, aux qualités qu'on veut mettre en avant, par exemple. Et ce rôle n'est pas nous-mêmes. On voit ça régulièrement à des soirées, des dîners, où finalement, au bout d'un moment, on peut se poser la question, est-ce que ma personne parle à la personne qui est en face, ou est-ce que chacun joue un rôle, finalement, auquel cas ça n'a absolument aucun intérêt, puisque c'est pas une vraie communication. Donc, un autre moi-même parle à un autre lui-même, Oui. c'est ça. Oui. Mais on n'essaye pas toujours avec cet ego d'être brillant. Il y a des gens qui prennent l'option un peu misérable, par exemple. Oui, ce qui est une autre forme d'identification de l'ego. C'est là on peut avoir un certain nombre de bénéfices à s'identifier volontairement et sciemment à quelque chose qui est a priori pas l'image du winner, vous voyez. Alors, surtout en France, d'ailleurs, on peut se complaire dans une image un peu... Surtout en France, parce qu'on est râleur. Oui. Et puis finalement... Il y a un côté un peu romantique aussi à la figure du loser, entre guillemets. Vous voyez, oui, Chopin, quoi. Ah ouais, voilà. Ça a du charme. Ça a du charme. Donc finalement, nous ne sommes pas vraiment qui nous sommes. Nous ne savons pas forcément pour autant qui nous sommes. Parce que là, ce que vous venez de dire, l'ego est quelqu'un qui n'est pas nous, on ne le sait pas. On l'identifie pas, c'est un peu un truc de fou, comme si on était dédoublé, comme s'il y avait un vrai nous et puis un autre qui sortait de nous-mêmes et puis qui vivait. Mais en tout cas, l'idée derrière est que pour savoir qui on est, c'est utile, alors c'est une approche négative, vous me direz, mais c'est utile de se défaire de ce que l'on n'est pas. Et donc, pour ça, d'accepter la part de vertige qu'on peut ressentir face au vide, parce que finalement, il y a une peur de vide d'ailleurs. On se dit, oui, c'est bien joli ça, mais si je suis pas ma profession, si je mets plus en avant ma beauté, si je suis beau, mon intelligence, ma culture, mes possessions, je vais plus exister. On peut avoir cette peur. Voilà. Complètement. Voilà. Et donc, en fait, l'idée est d'accepter cette peur, pas lutter contre, et accepter d'aller vers le vide, finalement, de se libérer de ces choses-là. Et c'est à ce moment-là que notre véritable moi, notre véritable soi, avec un S majuscule, émerge. Et là, on le réalise quoi? On réalise déjà que notre personne a beaucoup de valeur, indépendamment de ce que nous faisons, indépendamment de nos résultats, indépendamment de notre apparence physique, de nos possessions, de notre culture. Enfin, on n'a rien besoin de faire pour exister, et même pour avoir de la valeur aux yeux des autres. Et quand on expérimente ça, mais c'est une expérience quasi mystique, quand on expérimente ça, et bien à ce moment-là, on se détend parce qu'on sait à ce moment-là qu'on n'a plus besoin de tout ça. Ce qui veut dire aussi par rapport à nos actions dans la vie, parce qu'on n'est pas tous des contemplatifs, ça nous donne un vrai choix à ce moment-là. C'est-à-dire on peut choisir nos actions en réponse à une sorte d'appel très profond, d'envie véritable de ce qu'on a envie de faire. Et pas juste par conformisme social ou volonté d'être reconnu, d'être apprécié par les autres. Ne pas avoir peur du vide. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'existera plus. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, Laurent Gounel, c'est probablement grâce au chômage et à la dépression, et Dieu sait que j'en ai souffert, mais c'est grâce à ça que j'ai été obligée de changer. En fait, c'est une espèce de vide qui vous a été imposé, quoi. Exactement, que j'ai subi à l'époque et qui a été salutaire. Alors, vous proposez peut-être des solutions pour se débarrasser de l'ego. D'abord, vous rencontrez un crack du développement personnel américain dans votre livre, qui, je pense, doit correspondre à des hommes que vous avez rencontrés en vrai dans la vie, Laurent Gounel. Oui. Ouais, voilà. Alors, il propose comme solution de refaire le chemin de son enfance jusqu'à une enfance qu'on imagine merveilleuse, et puis de revenir. C'est ce qu'on appelle un reimprinting, c'est-à-dire en fait quand on a eu des souffrances dans le passé qui correspondent à des époques pendant lesquelles on a pu développer un certain nombre de croyances sur soi ou d'habitudes de l'esprit problématiques, c'est utile de retourner symboliquement, virtuellement sur une ligne qu'on peut tracer au sol qui va représenter notre ligne de temps, finalement notre vie, marcher vers notre passé jusqu'à la date de cet événement pour pouvoir recevoir symboliquement, là encore, les ressources qui nous manquaient peut-être à l'époque, et ensuite reparcourir cette ligne de temps jusqu'à aujourd'hui, mais en ayant parmi nos bagages ces fameuses ressources. C'est quelque chose qui répare, on va dire. Voilà. Et si vous parlez de ça, Laurent Gounel, dans votre livre, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus on a une mauvaise image de soi-même, plus l'ego est gros. C'est ça, tout à fait. Vous voyez, pendant des siècles, les religions, et notamment la religion chrétienne, essayaient de réprimer l'ego. Et en fait, ça ne marche pas. Au contraire, c'est-à-dire, d'une manière générale dans la vie, je crois qu'on renforce ce contre quoi on lutte.
Et c'est particulièrement vrai pour l'ego. Si vous essayez de réprimer votre ego, il va se développer et enfler. Et donc, une solution consiste à l'inverse et paradoxalement à développer un ego, mais un ego sain. Ça veut dire en fait apprendre à s'aimer, reconnaître notre valeur, apprendre à aimer qui l'on est lorsqu'on est nu, vous voyez. Et petit à petit, plus on sera convaincu de notre valeur, de la grande valeur qui est la nôtre, eh bien, on réalisera qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour démontrer cette valeur, ni à nous-mêmes, ni aux autres. Et donc, naturellement, l'ego va se dissiper, vous voyez, il va s'évaporer. Aimer les autres comme soi-même, ça entend bien qu'il faut s'aimer soi-même. Exactement, et c'est le préalable à tout. Il y a une part de divin dans l'homme. Et il faut la trouver. Ce qui, une fois de plus, va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a pu dire aux petits-enfants au catéchisme. On leur apprend qu'au fond d'eux, il y a le péché. Et en fait, Jésus disait le contraire, qu'au fond de chacun de nous, il y a le divin. Et si on voit les choses comme ça, c'est d'ailleurs très intéressant, parce que ça veut dire à ce moment-là que l'homme est en chemin, et par rapport à notre passage sur Terre qu'évoquait Alain Souchon tout à l'heure, on pourrait se dire que peut-être l'une de nos missions sur Terre est d'éveiller le divin en nous. Vous voyez, comme si l'homme était un peu dans un état transitoire entre l'animal et Dieu, et que c'est à nous de faire le boulot finalement pour éveiller ce divin et le faire progresser en nous, l'amener à devenir prépondérant. Laurent Gounel, il ne faut pas dire « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, faites apparaître de l'eau ». Il faut creuser parce qu'il y a une nappe phréatique là en dessous. C'est ça. Et ce qui est troublant, vous voyez, par rapport à ce conseil de Jésus qui est de dire « faites comme si vous l'avez déjà quand vous voulez quelque chose et ce sera à vous », c'est que ça correspond, mais quasiment trait pour trait, à une technique, là en l'occurrence, de psychologie cognitivo-comportementaliste, où en effet, on invite les personnes à croire qu'elles ont déjà obtenu ce qu'elles veulent. Et on sait, mais ça c'est démontré scientifiquement, neurologiquement, que dans ces cas-là, la personne mobilise toutes les ressources qu'elle a en elle, si elle y croit, et même si elle prétend y croire, parce que c'est un jeu de l'esprit, on sait bien au fond de nous qu'on n'a pas la chose en question. Mais si on prétend simplement l'avoir, comme sur le plan neurologique, il y a guère de différence entre le réel et le virtuel, et bien à ce moment-là, on mobilise toutes nos ressources qui vont effectivement nous aider à obtenir la chose en question. Comme vous l'avez dit, Laurent Gounel, beaucoup d'expériences ont été menées. Je pense à une qui a été faite sur une classe de primaire aux États-Unis, disons le CP, par exemple, chez des petits. On a divisé la classe en deux, les bons et les pas bons. Il y a eu une enseignante de remplacement et on lui a menti à la enseignante. On lui a dit voici les bons en lui montrant les moins bons et inversement. Et les élèves sont devenus ce qu'on a présenté à cette nouvelle enseignante. C'est-à-dire que ceux qui avaient été présentés comme les bons sont devenus très bons, alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. Et ceux qui ont été présentés comme les mauvais, entre guillemets, se sont amoindris. Tout à fait. Il y a eu plusieurs expériences en ce sens qui ont en effet démontré ça. Alors, il y a un effet sur le plan psychologique que l'on citait à l'instant, et il y a peut-être un effet sur un autre plan, on pourrait qualifier de spirituel. Je pense notamment aux physiciens quantiques qui tendent à démontrer que le temps n'existe pas, et que finalement, la meilleure façon d'obtenir quelque chose, c'est en effet de partir du principe qu'on l'a déjà, et même quelque part d'aller jusqu'à ressentir de la gratitude pour ce que l'on aurait, en fait, vous voyez. Ça, c'est formidable. Laurent Gounel, oui. À quoi ça vous fait penser à propos du temps ? Eh bien, ça me fait penser qu'on demande aux chrétiens de croire qu'il y a un paradis après la mort. Oui. Donc, vous voyez, il y a le royaume des temps, cieux. c'est où on se comporte bien aujourd'hui, puis on ira soit au paradis, soit au purgatoire, soit à l'enfer. Et en fait, au moins 8 siècles avant Jésus-Christ, dans les Upanishads, donc ces textes anciens qui sont plus ou moins à l'origine de l'hindouisme, eh bien, il était déjà écrit que le paradis, l'enfer, tout ça existe, oui, mais en nous, dans l'instant présent. Ah, d'accord, c'est un état. C'est un état, et finalement, pour moi, c'est quand on est, vous voyez, aux prises avec l'ego, qu'on est vraiment dans l'ego, qu'on vit dans l'enfer, et on sait bien que ça va mal, on voit tout en noir, et on fait vivre l'enfer à notre entourage aussi. Juste. Mais dans la même journée, à un autre moment, on peut être aspiré vers le paradis. C'est quand on se libère de l'ego, quand on est vraiment dans le réel, dans l'instant présent, vous voyez. Et à ce moment-là, on se sent bien et on fait vivre le paradis aussi aux gens autour de nous. Donc Laurent Gounel, quand Jésus dit « heureux les pauvres d'esprit », je prends cela, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, c'est pas une espèce de Disneyland dans les nuages après la mort où on aura piscine, boisson à volonté et soleil tout le temps. C'est une jolie vie qu'on peut vivre maintenant. Et l'enfer, c'est cette vie d'anxiété, de tracas, de colère. Donc on peut choisir l'enfer ou le paradis. Tout à fait. Enfin choisir. Tout à fait. On peut avoir accès. Ouais. Et royaume des cieux, d'ailleurs, était en effet l'expression utilisée par Jésus. Mais même si des siècles et des siècles après, on croyait que c'était quelque part ailleurs, à l'extérieur de nous-mêmes, et même ses apôtres lui demandent, mais il est où ce royaume des cieux, quand est-ce qu'on le verra ? Et Jésus répond invariablement, mais il est ici et il est en vous. Quoi. Il est déjà là et vous ne le voyez pas. Quoi. Donc Jésus dit la même chose que les hindous 8 siècles auparavant, à savoir que c'est en nous. Laurent Gounel,
Lionel, vous venez d'écrire « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi », édité chez Kero. C'est un roman avec du suspense. C'est l'histoire d'une jeune femme qui essaye de faire revenir du monde dans l'église de son copain, qui est curé. Alors elle, c'est une battante, travaille dans le marketing. En fait, ils étaient amis d'enfance et elle l'a retrouvé des années plus tard. Et en effet, il était devenu jeune prêtre de campagne. Elle est parisienne, elle. Oui, c'est une battante, vous l'avez dit. Et elle se met en tête de l'aider bien qu'athée parce que, voilà, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Elle l'aime énormément. Puis en plus, elle lui est un peu redevable. Mais bon, on va pas raconter tous les tenants et les aboutissants. Et alors, en essayant de l'aider, elle applique des techniques de développement personnel pour essayer de faire venir du monde dans cette église où il y a trois vieux qui se courent après. Parce qu'en fait, elle assiste à une messe de son ami et puis elle se rend compte que il est bien tristounet. Et donc elle lui dit, mais comment veux-tu prétendre apporter la lumière à tes paroissiens si toi-même t'es plutôt éteint, quoi. Donc mon vieux, faut commencer par t'aimer toi-même. Et c'est pour ça qu'elle va l'entraîner dans des séminaires de développement personnel pour qu'il puisse développer son estime de soi. Et en fait, Alice, qui n'y connaît absolument rien à la religion, va faire découvrir des choses à ce jeune garçon qui a fait des études de théologie poussées. Alors, quelles sont ces choses? On en a parlé déjà un petit peu au début de l'heure. Laurent Gounel. En fait, pour s'approprier le dossier, elle va lire non seulement les évangiles, mais elle va s'intéresser aux textes fondateurs d'autres mouvements spirituels, comme le taoïsme, l'hindouisme, le bouddhisme. Et elle va développer grâce à cela, grâce à ces textes non chrétiens, en fait, une vision différente de Dieu, qui est une vision non dualiste. Consiste à penser que Dieu est en nous, alors que la vision dualiste nous sépare de Dieu, en fait. Et donc ces religions, souvent d'Extrême-Orient, voient Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui change beaucoup de choses, en fait. Pour pas dire qu'il change tout, finalement, parce que ça présuppose que l'éveil, c'est un terme purement oriental, mais l'éveil passe par un travail sur soi. Il faut se cultiver soi-même pour arriver à la hauteur de ce qu'on est, finalement. Oui, se cultiver, mais pas que intellectuellement, parce que quand on dit cultiver, souvent, en Occident, on entend la connaissance à un niveau mental, cérébral. Oui, on va beaucoup lire, on va accumuler des connaissances. Et il y a une distinction néanmoins entre la connaissance intellectuelle et ce qui passe dans le muscle, j'ai envie de dire. Et donc là, il s'agit véritablement pas de se purifier, mais en tout cas de devenir une meilleure personne. Donc il y a un véritable travail d'évolution personnelle. Ça présuppose que l'homme est bon. Oui, et que l'homme est en chemin. L'homme n'est pas fini, si vous voulez. Et on le voit bien, de toute façon, regardez même à la naissance, vous prenez, je sais pas, un poulain ou un petit chat, quelques heures à peine après sa naissance, il va tout de suite être capable de se lever, voire même de marcher et de courir, et il fera pas grand-chose de plus dans sa vie. Alors un être humain n'est pas fini, oui. Il faut 20 ans déjà pour qu'il puisse se comporter comme un adulte, ce qui est pas rien. Et en fait, ça s'arrête pas là. Moi, j'ai longtemps pensé, quand j'étais gamin, que une fois adulte, c'était fini. Voilà, une fois quitté les bancs de la fac, je serais fini. Et en fait, non, on est sur un chemin permanent que je vois moi comme un chemin de quête de sagesse ou de quête de la divinité en soi. Là, c'est plus asiatique. Et donc, ça présuppose que ce travail sur soi va durer toute notre vie et que ce n'est pas un travail laborieux. En fait, c'est un travail qui nous illumine. C'est-à-dire, au fur et à mesure où on avance pas à pas sur ce chemin, on se sent mieux, on se sent plus heureux, plus épanoui et plus relié aux autres. C'est pas pénible. Non, loin de là. Même si vous avez dit quand même que parfois les crises amenaient à s'améliorer, qu'on savait pas très bien si on pouvait s'améliorer sans avoir traversé de crise. Finalement, souffrir, c'est obligatoire. Ah, mais c'est Échille qui a invité à souffrir pour comprendre. On aimerait bien faire l'économie quand même. Oui, j'aime pas trop cette vision d'ailleurs. Alors souffrir, je sais pas, en tout cas l'effort est nécessaire. Ça, je pense qu'on n'a rien sans rien. Et c'est vrai qu'on est un peu dans une société de la facilité où, paradoxalement, on nous demande de souffrir au travail pour ensuite acquérir des plaisirs à consommer, vous voyez. Et en fait, je pense que c'est le fruit d'une vision purement matérialiste de la vie. Qui n'apporte pas l'éveil, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc finalement, d'après ce qu'est en train de découvrir votre héroïne Alice, son copain curé aussi, mais de lui c'est plus attendu, on se trompe dans notre vie en voulant réussir notre métier, en voulant réussir notre vie matérielle, en voulant que nos enfants fassent des bonnes écoles. Je sais pas si on se trompe, mais en tout cas, c'est pas forcément l'essentiel. Je pense que l'essentiel n'est pas là. Il y a rien de mal, évidemment, à chercher à avoir un bon métier, ni même à gagner sa vie.
Et en effet, ça permet d'avoir un certain confort de vie, de se payer des plaisirs. Et il n'y a C'est pas de mal à honteux. cela, et c'est pas honteux. Vous voyez. Et là aussi, le catholicisme a beaucoup induit les gens en erreur par rapport à cette notion de péché. Péché, en fait, ça vient d'une mauvaise traduction d'un terme qui signifie se tromper d'objectif. Vous voyez, c'est pas, on fait pas le mal, hein. Ouais. Même quand on se laisse aller, je sais pas, la gourmandise ou à des tas de choses comme ça qui sont dénoncées comme étant des péchés capitaux ou autres. En fait, on ne fait pas de mal. C'est juste ça nous emmènera pas au bonheur. Oui, on se trompe d'objectif. L'objectif, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est l'éveil. Dans les religions, on nous fait souvent peur. Il y a de la menace. Oui, il y a beaucoup de menaces, oui. Il y a de la culpabilisation. Tout ça est non seulement inutile, mais c'est contre-productif. Comment vous vous en êtes aperçu, vous, Laurent Gounel? Finalement, c'est pas quelque chose qu'on vous a appris? Non, surtout moi, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse parce que mes parents étaient issus de 2 religions différentes, donc c'était un peu la guerre de religion à la maison. Un protestant, un catholique? Voilà, ça peut sembler très proche puisque ce sont 2 religions Mais chrétiennes. les guerres les pires sont les guerres à l'intérieur d'une même famille. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Dans la famille de mon père, je crois qu'on n'avait toujours pas digéré la Saint-Barthélemy Ah ouais. 5 siècles C'était plus violent, tôt. faut dire. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, la résultante est que je n'ai pas eu d'éducation religieuse, ce qui me confère finalement une totale liberté par rapport à tout ça, vous voyez. Mais pour répondre à votre question, en fait, moi, j'ai d'abord découvert les spiritualités orientales et notamment le taoïsme avant de véritablement comprendre et pouvoir apprécier le christianisme. Dans votre livre, cette jeune fille Alice qui veut aider son amie, tout est bon pour vendre de la religion parce que c'est son job à elle de faire vendre. Oui, complètement. Moi, vous savez, ma quête de la vie bonne, hein, comme disaient les Grecs anciens, ma quête du bonheur est de l'âge de 23 ans, j'en ai 50 aujourd'hui. Et en fait, ça date précisément de cette fameuse crise professionnelle et de cette dépression que j'ai vécue. Et c'est à partir de là où la question du sens s'est imposée à moi. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir une bonne vie? Vous voyez, et c'est cette question qui m'anime depuis cet âge-là. Je crois que c'est vraiment intéressant d'explorer différentes religions. Moi, j'avais un ami chrétien qui m'avait dit « Ah non, 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 moi je veux pas entendre parler de bouddhisme, il n'y a qu'une vérité. » Et pour moi, ce serait aussi aberrant de ne s'intéresser qu'à une religion que de ne s'intéresser qu'aux travaux d'un seul philosophe, vous voyez, ou en psychologie, de rester dans un seul courant de pensée. C'est vraiment intéressant et enrichissant de s'intéresser à différents courants de pensée en psychologie, à différents philosophes, et donc à différents mouvements spirituels. Et c'est vrai qu'en Occident, depuis qu'on a, et sans doute à juste titre, d'ailleurs tourné le dos aux religions il y a 2 siècles avec la Révolution, et on s'est libéré de l'emprise quelque peu excessive que les religieux avaient sur nos vies, hein, sur la conduite de la cité aussi. On a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain et on a très majoritairement adopté une vision matérialiste de la vie, selon laquelle la vie est matière. Voilà, nous sommes un ensemble d'atomes appelés à disparaître et avant et après, il n'y a plus rien. Et en fait, moi, je trouve, avec le recul, moi qui, comme je vous le disais, une grande liberté par rapport aux religions, eh bien, je trouve que cette vision matérialiste est quand même assez pathétique. Parce qu'elle signifie qu'à partir de l'âge de 20 ans, on est sur le déclin. À partir de 20 ans, on perd nos neurones, le corps s'abîme. Ça veut dire que l'immense majorité de notre vie, hein, si on espère vivre jusqu'à 80 ans, c'est à peu près la moyenne, eh bien l'immense majorité de notre vie se vit sur le déclin. Donc ça interpelle quand même. Et c'est difficile même de croire que c'est la vérité. Et alors qu'une vision spirituelle, qui admet un autre sens à la vie, peut-être notamment comme un passage, vous voyez, comme le fait peut-être que l'âme n'est pas juste un sous-produit du cerveau, mais existe peut-être indépendamment du corps, ce que de plus en plus de scientifiques tendent non pas encore à démontrer, mais en tout cas à entrevoir, voilà. Et bien à ce moment-là, ça vous donne une vision très différente de votre existence, de votre propre vie. Et je pense aussi que ça a des effets positifs. Par exemple, ça vous libère quelque peu du consumérisme effréné, puisque finalement, s'il n'y a rien après notre mort, on va en profiter un maximum. Donc ça nous pousse à la consommation. Et ça nous libère aussi sans doute d'un certain égoïsme. Je pense que l'égoïsme, l'individualisme, qui sont l'un des grands maux de notre époque et qui rendent tout le monde malheureux, sont une conséquence de la vision matérialiste. Parce que vous voyez, si on pense que chacun n'est fait que de matière, finalement, on ne va pas faire tellement attention aux autres. Alors si on considère que de manière invisible, nous sommes reliés les uns aux autres, ça nous amène à reconsidérer complètement la relation à l'autre. Si on fait du mal à l'autre, on se fait du mal à soi-même, en fait. Exactement. C'est comme si notre main droite griffait notre main gauche. Oui, ça n'a pas de sens. Et puis d'être lié peut-être à la nature, d'être lié au cosmos, d'être... l'univers, ce que les Amérindiens appellent le grand tout. Laurent Gounel, je rappelle que vous avez écrit « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». C'est édité chez Kero. C'est qu'on passe son temps à chercher ou à prier, à demander d'obtenir ce que finalement vous croyez que nous avons tous, même les pires d'entre nous. Finalement, il n'y a pas ceux qui ont reçu les bonnes cartes
Et ceux qui ont reçu les mauvaises cartes, on a à peu près Tout à tous fait. reçu le même jeu. Tout à fait. Mais comme la réponse est en nous, ça présuppose aussi de tourner notre attention à l'intérieur de nous-mêmes, vous voyez, dans un travail introspectif qui n'est plus dans la culture occidentale, où on est de plus en plus amené à porter notre attention à l'extérieur de nous-mêmes. Vous voyez, notre attention est accaparée par les médias, Et par il y en a les des réseaux choses à sociaux, l'extérieur. les SMS, et des choses Il y qui en en plus a, il nous y en a. induisent en nous des émotions. Et donc on peut avoir tendance à développer même des dépendances à l'égard de cet extérieur qui produit en nous des émotions. Parce que c'est amusant. Pas de mal à ça d'ailleurs. Mais la seule chose, c'est que au bout d'un moment, on peut se couper de soi-même. Alors que la réponse, le trésor, est en nous. Donc c'est utile de développer une intériorité. Je pense que l'être humain a plusieurs dimensions et l'intériorité en est une. Si on a peut-être du mal à se tourner vers soi-même, Laurent Gounel, on est très très sollicité par l'extérieur, vous venez de le dire, mais c'est qu'on a peur du vide, on a peur du noir, on a peur du rien, du néant. C'est normal que ça fasse peur quand même. Et peut-être que si on sait qu'il n'y a pas rien, on a moins peur. Tout à fait. Et là aussi, il y a un petit lâcher-prise à faire Ouais. pour accepter. Alors, ça peut être sous la forme d'une petite expérience. C'est-à-dire, vous voyez, prendre quelques minutes le soir et s'autoriser le vide. Rien à faire. On éteint toutes les machines, les télés et compagnie. Et on n'a même pas un objectif en tête. On s'accorde 3 minutes de silence et de vide. À rien faire. Voilà, à rien faire. Et en fait, alors déjà au début, vous allez avoir un flot incessant de pensées et c'est normal. Là aussi, ne pas lutter, accueillir. Et au bout d'un moment, ce qui viendra, ce seront des choses qui viendront du plus profond de vous-même. Et ça correspondra sans doute à des envies véritables et non plus des désirs inculqués par l'extérieur.